Bonsoir à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette édition d'information du jeudi 9 avril 2026. À la une, Banque africaine de développement, un dialogue stratégique a été lancé pour repenser le financement du continent, alors que les discussions se concentrent sur la nouvelle architecture financière africaine et sur le déficit de 400 milliards de dollars à combler. Face aux défis persistants, le transport aérien ivoirien se mobilise pour retrouver sa stabilité et relancer sa croissance entre hausse des coûts d'exploitation, fiscalité jugée lourde et connectivité encore limitée. Compagnies et autorités multiplient les concertations pour redresser l'activité. Une attaque meurtrière a fait au moins 50 morts dans le nord-ouest du Nigeria, plongeant une nouvelle fois la région dans la violence. Des hommes armés ont pris pour cible plusieurs localités, sémant la panique parmi les populations civiles. Les détails à suivre dans un instant. Merci d'avoir choisi Live TV pour vous informer. Comme annoncé en titre, le groupe de la Banque africaine de développement a ouvert ce jeudi 9 avril 2026 un dialogue consultatif consacré à la nouvelle architecture financière africaine, l'ANAFA, une initiative stratégique visant à repenser les mécanismes de financement du développement sur le continent. Conduite par le président de l'institution, Sidi Ould Ta, cette rencontre a réuni les principaux acteurs de l'écosystème financier africain. Les précisions de Cécilie Tonisila et Ahmed Badini. L'Afrique a de l'argent, mais peine encore à financer son propre développement. Chaque année, plus de 400 milliards de dollars manquent à l'appel, soit environ 240 000 milliards de francs CFA, un montant colossal, l'équivalent de la somme du produit intérieur brut de nombreux pays africains. Un paradoxe frappant quand on sait que le continent dispose de près de 4 000 milliards de dollars d'épargne. Alors où est le problème? Moins manque de ressources qu'un système encore trop fragmenté, mal coordonné, où les capitaux circulent difficilement. Pour y remédier, le groupe de la Banque africaine de développement lance une nouvelle architecture financière. Une vision portée par le docteur Sidi Ould Ta. Il s'agit de mieux organiser les flux, partager les risques et surtout faire travailler ensemble le financement public et privé. Nos échanges en plénière et en atelier thématique devraient nous permettre d'adopter le consensus d'Abidjan, acte fondateur de la mise en œuvre de la nouvelle architecture financière africaine pour le développement à grande échelle, de procéder à l'appropriation institutionnelle de cette nouvelle architecture par l'ensemble de l'écosystème financier africain, lui garantissant ainsi la légitimité nécessaire et mise en œuvre à grande échelle. À Abidjan, ce dialogue continental marque un véritable tournant. Pour la première fois, tout l'écosystème financier africain est réuni autour d'une même table avec l'ambition de passer des paroles aux actes. Pays hôte de ces travaux, la Côte d'Ivoire accélère également la cadence. Son plan national de développement 2026-2030 est estimé à environ 115 000 milliards de francs CFA, avec une forte contribution attendue du secteur privé, à hauteur de 70% contre 30% pour le public. Mais au-delà des chiffres, l'enjeu est ailleurs. Il s'agit de passer d'initiatives dispersées ou isolées à des financements réellement coordonnés. Un impératif rappelé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui appelle à bâtir un système financier international plus juste et surtout mieux adapté aux réalités du monde contemporain. Je forme le vœu que vos travaux débouchent sur des recommandations ambitieuses et pragmatiques, capables de contribuer efficacement à la réduction du déficit de financement du développement en Afrique. Nous attendons donc de vos conclusions le pont qui permettra de relier les 400 milliards de dollars de besoins aux 4 000 milliards de dollars qui gisent dans nos potentialités. Concrètement, des solutions seront déjà sur la table. Instruments financiers, plateformes, projets pilotes, avec en ligne de mire l'adoption du consensus d'Abidjan. 9 groupes de travail sont mobilisés avec pour mission de transformer les idées en action et poser les bases d'un nouveau modèle de financement plus efficace et souverain au service du développement du continent.
Et pendant que l'Afrique s'emploie à mobiliser des ressources pour financer son développement, un autre secteur clé du continent cherche lui aussi à reprendre de l'altitude. Il s'agit du transport aérien qui est confronté à de multiples défis. Fiscalité, coûts d'exploitation, connectivité et qualité de service étaient au cœur des préoccupations d'un atelier national ouvert ce jeudi à Abidjan, réunissant acteurs publics et privés autour d'un objectif commun, engager des réformes structurantes pour faire de la Côte d'Ivoire un hub aérien de référence en Afrique. Aïcha Crépi et Yann Esbia. Le transport aérien ivoirien traverse une zone de turbulence. Entre fiscalité jugée lourde sur les billets et les compagnies, coûts d'exploitation élevés, connectivité encore limitée et qualité de service perfectible, le secteur est sous pression. Face à ces défis, un atelier national s'est ouvert ce jeudi 9 avril à Abidjan, à l'initiative de la Direction générale du transport aérien. Autour de la table, acteurs publics et privés, tous mobilisés pour trouver les solutions concrètes. Objectif affiché, engager des réformes fortes pour booster l'attractivité du secteur et faire de la Côte d'Ivoire un véritable hub aérien de référence en Afrique. L'enjeu central pour nos économies aujourd'hui est celui de la compétitivité. L'élan de solidarité et de coopération nécessaire entre les États pour le développement des nations et le bien-être des populations ne peut être efficace que si chaque État démontre de la compétitivité de son économie. 150 participants issus des administrations, des compagnies aériennes, du secteur privé et de partenaires techniques prennent part à cet atelier. Dès la première journée, les échanges ont porté sur des modèles inspirants comme les Émirats arabes unis, la France, le Kenya et l'Éthiopie. Cet atelier atteindra ses objectifs avec la contribution de tous. La non-collaboration n'est pas une solution. Elle montrait une tactique pour faire ralentir le système, j'ai envie de dire notre système. Quelles que soient les positions des uns et des autres, le dialogue ne doit jamais être rompu, afin que nous mettions en place un écosystème fort, car je reste convaincu qu'ensemble, nous pouvons y arriver. Il est constaté une montée en puissance continue et significative de la Côte d'Ivoire qui est en passe de devenir dans les 20 prochaines années un hub régional pour l'arrivée et le départ des aéronefs, des passagers et du fret en Afrique de l'Ouest. Pour réaliser cette ambition légitime de hub régional, des efforts importants doivent être accomplis, suivant une planification rigoureuse sur la base d'un schéma directeur de l'aviation civile et du transport aérien. Les travaux qui prennent fin ce vendredi se poursuivent en groupe autour de 4 priorités: fiscalité et douane, attractivité et infrastructure, tarification et redevances, sans oublier le développement durable et les énergies renouvelables. En politique, c'est officiel, Gaoussou Touré prend ses fonctions comme médiateur de la République. Ce jeudi, au palais de la présidence de la République, l'ex-ministre et ancien gouverneur du district autonome du Denguélé a prêté serment, soulignant qu'au-delà de ses attributions, le médiateur de la République dispose d'un pouvoir d'autosaisine lorsqu'il estime qu'un citoyen ou un groupe est victime d'un préjudice lié à l'action ou à l'inaction d'un organisme public. Son rôle s'étend également aux enjeux de réconciliation et de paix, tant au niveau national qu'international. Le siège de l'institution du médiateur de la République est situé à Yamoussoukro. À présent, écoutons un extrait de la prestation de serment du médiateur de la République. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, et à garder le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions. Restons au cœur du palais pour parler d'intégration économique renforcée en Afrique de l'Ouest, l'avancement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et les dispositifs à mettre en place pour accélérer l'intégration économique dans la région étaient au cœur des discussions. Ce jeudi 9 avril, au palais présidentiel d'Abidjan, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu Abdoulaye Diop, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Les échanges ont porté sur la consolidation
des mécanismes financiers et institutionnels de l'Union, ainsi que sur les stratégies visant à renforcer la coopération entre les États membres pour un développement économique harmonieux et durable. Cette rencontre illustre la volonté des dirigeants ouest-africains de rendre l'UEMOA plus intégrée et plus performante au bénéfice des populations de la région. Écoutons un extrait du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA à l'issue de cette rencontre. Nous avons discuté de perspectives macroéconomiques compte tenu du contexte que nous connaissons actuellement dans le monde. Et naturellement, nous suivons cela de façon très rapprochée. Et c'est des questions essentielles que nous avons discutées récemment en Conseil des ministres et dont nous lui avons rendu compte. Voilà, et sur ces questions essentielles pour l'avenir de notre Union, des orientations nous ont été données pour à la fois consolider la marche de l'Union, consolider le processus d'intégration économique dans notre espace. Et nous sommes très satisfaits de noter aussi sur la période récente, de constater la dynamique au niveau de la Côte d'Ivoire en termes de mobilisation de ressources à la fois internes, mais également de ressources externes. Cela a permis de beaucoup soulager le marché financier sous-régional. Et je pense que c'est le moins qu'on puisse attendre d'un pays leader, qu'est la Côte d'Ivoire dans notre union. Tout autre chose à présent ce matin sur la plateforme de la Société africaine d'entreposage de produits pétroliers. Tout semblait réel, sirènes, fumée et évacuation de victimes. Pourtant, il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'un exercice grandeur nature destiné à tester le plan d'urgence interne et la capacité de riposte de l'entreprise face à un risque majeur d'incendie industriel. Et les coulisses de ce théâtre d'opération dans ce reportage de Tchelina Lebonsoro, commenté par André Abi. Il est 9h15 quand l'alerte retentit. 2 camions-citernes se sont percutés sur la plateforme de la Société africaine d'entreposage de produits pétroliers, la SAEP, provoquant une fuite de gaz enflammée. Les premières victimes sont prises en charge immédiatement, tandis que le plan d'opération interne est déclenché. Dans la salle de crise, la cellule d'urgence se mobilise et tous les acteurs sont alertés. Combien d'effectifs nous avons en attente? J'ai noté qu'on a 10 personnes engagées, 10 équipiers engagés. Combien de personnes nous avons en attente? Pendant que les 2 victimes sont évacuées par le groupement des sapeurs-pompiers militaires, la direction de la communication de la Société africaine d'entreposage de produits pétroliers organise un point de presse pour rassurer la population. À ce stade, la situation est sous contrôle. Aucun risque majeur pour la population environnante n'est à signaler. Une enquête est en cours en collaboration avec les autorités compétentes afin de déterminer les causes exactes de cet accident et renforcer les mesures de prévention. À 10h15, alors que les équipes internes déploient un rideau d'eau pour contenir le feu, la direction de la communication de la SAEP alerte car sur les réseaux sociaux, les informations peuvent rapidement prendre des proportions exagérées. Elle dément les rumeurs qui circulent. Contrairement aux informations relayées sur certains canaux et réseaux sociaux, nous avons dénombré 2 victimes. Je répète, nous avons dénombré 2 victimes qui ont été rapidement prises en charge par notre service médical et évacuées dans un établissement sanitaire adapté et spécialisé. À 10h36, les équipes d'intervention parviennent à maîtriser le feu, mettant fin au risque immédiat. Je répète, feu maîtrisé, en attente d'autorisation donc pour le top mousse. Nous avons averti bien avant d'assurer que message bien reçu. En réalité, il s'agissait d'un exercice grandeur nature. La première simulation du plan d'opération interne de la Société africaine d'entreposage de produits pétroliers, destinée à tester et renforcer la réactivité des équipes face à une crise réelle. Grâce à l'effort conjugué de ces différents actionnaires, nous avons fait énormément d'investissements dans la défense contre incendie. Et tout ça, c'est pour dire que nous sommes soucieux de la sécurité de nos équipes, du matériel et de l'environnement de nos voisins.
C'est ce qui est donc à pousser nos actionnaires à nous autoriser à faire ce niveau d'investissement-là. Pour réussir cet exercice, la SAEP a investi près d'1 milliard de francs CFA dans le matériel de lutte contre l'incendie. En transformant un accident fictif en simulation réelle, elle teste ses réflexes, corrige ses failles et se prépare à protéger employés et riverains en cas de crise. Là, c'est l'actualité internationale. L'actualité internationale reste dominée par une succession de crises. Au Nigeria, une attaque djihadiste meurtrière a fait des dizaines de victimes. En Tanzanie, la flambée des prix du carburant pousse le pouvoir à des mesures d'austérité symboliques. Et pendant ce temps, le conflit au Liban connaît une escalade sans précédent malgré les appels au cessez-le-feu. Le point avec Youssouf Diarra et Yann Ezbia. Après une attaque djihadiste coordonnée dans la nuit du 6 avril, dans le nord du Nigeria, le bilan continue de s'alourdir. Selon les autorités et des sources humanitaires, au moins 50 personnes ont été tuées dans le village d'Erena. Les assaillants ont ciblé des chasseurs et des miliciens d'autodéfense locaux. D'après un rapport humanitaire, 34 chasseurs collaborant avec les services de renseignement, 14 miliciens et 2 civils figurent parmi les victimes. Cette attaque illustre la double insécurité qui frappe le nord du pays, entre violences djihadistes et actions de bandes criminelles, responsables d'attaques et d'enlèvements. Dans un autre registre, la Tanzanie fait face aux répercussions économiques du conflit au Moyen-Orient. Depuis le 1er avril, le prix du carburant a augmenté de 33%, passant de 3,820 shillings tanzaniens le litre. Dans ce contexte, la présidente Samia Hassan a décidé de réduire drastiquement la taille de son cortège présidentiel, optant pour un déplacement de sa délégation dans un seul bus. Un geste symbolique destiné à montrer que la rigueur budgétaire doit commencer au sommet de l'État. Enfin, la tension s'est brutalement accrue au Liban. Le 8 avril, l'armée israélienne a mené des bombardements d'une ampleur inédite, faisant plus de 200 morts et 1000 blessés en une seule journée, selon les autorités sanitaires libanaises. Depuis le début du conflit, plus de 1700 personnes ont été tuées et plus de 5000 blessés. Les frappes ont touché Beyrouth, le sud du Liban et la plaine de Beka. Israël affirmant avoir ciblé des infrastructures militaires du Hezbollah. Ces frappes israéliennes interviennent malgré l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran qui s'applique officiellement depuis le mercredi 8 avril. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes numériques. Et ne manquez pas la suite du Grand Talk juste après le journal, ainsi que le vrai match à 22h. Nous vous souhaitons une excellente soirée sur les antennes de Live TV.